Top les enfants, où c'est qu'on est arrivé? Je ne m'en rappelle plus. La lune on a fait, l'étoile, la Mila. La Mila on a pas fait? Ah si, si, on l'a fait. Non, la Mila, il y avait quoi après? On a C'est arrêté à la distance en suite. Et il y a les marques loquettes. Non, il était perdu sur le nombre d'étoiles dans la Gemara. Hein? Pour parler de. Moi ça me dérange pas, mais la lumière derrière. Même pour la vidéo, je crois pas. Moi, je vais essayer. Pour la vidéo, je crois pas pour la vidéo, c'est ça, c'est plus un chic, genre. C'est mieux. Ça change quelque chose? C'est mieux avant. C'est mieux avant. C'est mieux là. Vraiment sans les cinémas quoi. Donc, ok, la Gemara nous enseigne dans le traité de Shabbat, page Kouf Lamed Bet. Le verset a dit, le 8e jour, tu le circonciras. Même Shabbat. C'est vraiment une catastrophe en français. Ou bayom hashmini imol besar orlato, ou bayom afilu beshabbat. Parce qu'il faut comprendre que la Gemara, à chaque fois que dans la Torah, il n'y a aucun mot qui est en trop, chaque mot qui est décrit dans la Torah, il est venu pour apprendre quelque chose. Donc il aurait pu écrire Ubashmini, Imol Besar Orlato. Maintenant pour écrire Ubayom Hashmini, il y a écrit 3 fois Ubayom Hashmini. Alors la Gemara, elle apprend de là plusieurs enseignements. Un des enseignements, c'est pour te dire que Davka le 8e jour, même si c'est Shabbat. Maintenant, c'est quoi le Ridouche? Parce que, à première vue, normalement, on aurait dû interdire de faire la Brit Mila Shabbat. Pourquoi? Son couple, tu fais du sang, tu sors du sang, c'est un sourd Shabbat. D'accord? C'est Netilat Neshama. Donc, c'est interdit de faire sortir du sang Shabbat. Donc la Torah, elle vient, elle te dit non, pour la circoncision, c'est permis. Ou bayom hashmini, ou bayom afilu be Shabbat. Même si c'est Shabbat, tu le fais quand même. Si c'était permis tout le temps, il n'y a pas sous. On a le droit. Mais puisque c'est interdit en général, la Torah elle te dit non, pour la Brit Mila c'est permis. La question c'est de savoir pourquoi. Si je fais la Brit Mila le 7e jour, Ani Yotzei Yedei Chova? Non, je dois refaire. Tu peux pas. Il reste plus rien. Alors, ça veut dire qu'il sera pas circoncis. Non, tu dois refaire, ça veut dire que tu dois faire Atafat. Si on fait le 7e jour, on est qui? Non, on doit refaire. C'est-à-dire quoi on doit refaire? Tu peux pas refaire tout. Pour le sang. J'ai compris. Je suis aussi Moël, donc une minute. D'accord? Si vous voulez un jour, vous apprendrez comment on fait la Brit Mila. On a fait ça l'année dernière, ils ont demandé de le faire, les Français. Et après, ils n'ont plus demandé. Donc, on fait Atafat d'Ambrit. C'est quoi Atafat d'Ambrit? On fait couler une goutte de sang. D'accord? Pour dire qu'on a vraiment fait la circoncision. Mais si je fais le 9e jour, c'est bon. Donc c'est quoi le problème? Si un gosse il était malade, il était à l'hôpital pendant 1 mois, quand est-ce qu'on fait la brite? Après 1 mois, on attend encore 7 jours, parce qu'il faut qu'il se renforce, on attend 7 jours et on lui fait la brite. D'accord? Et si le 7e jour il sort Shabbat, on lui fait Shabbat? Non? Il n'y a que le 7, que la Gmila Bismana qu'on fait Shabbat. Maintenant, je comprends pas. Si la Mila qui est l'Obizmana, on la repousse, ça sort Shabbat, on dit bon, tu feras dimanche. Ben, pourquoi pas la Mila aussi, la vraie Mila? Pourquoi faire un Chilul Shabbat? On n'a qu'à faire la Brit Mila dimanche. Si ça tombe Shabbat, on fera dimanche. Un jour spécial. Parce que les neurones ne sont pas encore formés quand on Des neurones. Je vois pas pourquoi on parle de Issur pour la Brit Mila, alors que c'est une mitzvah. Plein de mitzvot qu'on peut faire Shabbat, qu'on ne fait pas. On a le droit de sonner le shofar Shabbat? Non. Si la droite, c'est les Pourquoi on a le droit de faire la Brit Mila Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire la Shrita Shabbat? Pourquoi on a le droit de faire la Brit Mila Shabbat? Mais il n'y a pas de. Rien à voir. Hein? Hein? Moi, le question à 8 moi, par exemple, il a 20 ans, il a le choix de.
Gaucho. Non, mais il a raison, c'est une bonne question, mais, au rythme de remarques, on va jamais avancer. Il a posé une bonne question, il a dit pourquoi tu prends un gosse qui a 8 jours, qui comprend rien, qui sait pas ce qu'il veut, et tu l'obliges à faire la Brit Mila, attends qu'il ait 20 ans, et peut poser la question, est-ce qu'il veut faire la Brit Mila ou pas? Hein? Alors, la réponse, une des réponses à ta question, une des réponses à ta question, c'est que justement, la première mitzvah qu'un homme il fait, Dieu il veut qu'il la fasse justement sans aucun calcul. C'est-à-dire que, et en fait c'est censé être le symbole de ta vie. Toutes mes mitzvot que je vais faire à partir de maintenant, je devrais les faire en fait comme la Brit Mila. C'est-à-dire comme si j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'avec Bemesirut Nefesh, bien entendu, parce que je t'assurais que c'est beaucoup plus difficile pour la maman à l'âge de 8 jours que si toi tu le fais à ton choix à l'âge de 20 ans. Parce qu'un gosse de 20 ans, on ne le fait pas la Brit de la même manière exactement. D'accord? On fait quand même une anesthésie. Maintenant, il faut comprendre que la Brit en Gematria c'est Tareav, c'est les mêmes lettres aussi. Tafresh Yud Bet, d'accord? Que Brit. D'accord? Parce qu'après qu'on a fait la Brit, il reste encore Tareav mitzvot à faire. Après la Brit Mila, c'est la première mitzvah, il nous reste encore 612 mitzvot. D'accord? Donc Tareav, Brit, c'est la même chose. C'est la première mitzvah qu'on fait, et c'est pour ça que tu feras attention que dans la Torah, il y a écrit Isha ki tazriya v'yalda zachar v'tamea shiv'at yamim ubayom hashmini imol besaror lato. Il y a écrit une femme qui va enfanter un mâle, un zachar. Pourquoi on ne dit pas un ben? Parce qu'il n'est pas encore ben. Il n'est pas encore Adam. Parce qu'un homme, il devient homme après qu'il commence à faire des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit que Atem kruim Adam, ve'em enam kruim Adam. Vous êtes appelés des hommes, eux ils ne sont pas appelés, les goïms ne sont pas appelés des hommes. Ça veut pas dire que les goïms ce n'est pas des êtres humains, ça n'a rien à voir. Mais le mot homme, Adam, quelqu'un qui fait des mitzvot, ça c'est Ubayom Hashmini, Imol Besaor Lato. Quand elle enfante un mâle. Isha ki tazria ve'alda zachar. Et donc, tout de suite après, on te dit, pour qu'il devienne un homme, il faut commencer à faire des mitzvot. D'accord? Et là, c'est la ligne de tir. C'est là comme ça qu'on veut faire nos mitzvot. On veut faire nos mitzvot, c'est pas, ouais, écoute, je vais faire Shabbat aujourd'hui, ouais, je vais aller à la plage. Parce que pour moi, Shabbat c'est bien, mais pas cette semaine. Bon, ça marche pas comme ça. D'accord? Les mitzvot, on doit les faire, que je comprenne ou que je comprenne pas, que ça me fait plaisir ou que ça me fait pas plaisir. D'accord? Bien entendu, plus on avance et plus on étudie et plus on approfondit, et puis toutes les mitzvot elles font plaisir. Mais au début, on ne comprend pas toujours, donc on a du mal. D'accord? Donc la Torah, elle te dit, la première mitzvah, c'est celle qui te donne la ligne de tir. C'est comme ça qu'on doit faire les mitzvot. D'accord? Mais il y a encore beaucoup d'explications. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui nous intéresse. La question, c'est de savoir pourquoi la Torah, elle te dit, tu feras ça même le Shabbat, même si c'est un issur de faire saigner Shabbat. Bon, je vous passe les détails de l'encyclopédie. D'accord? On passe directement à ça. Alors, là, c'est les jours de la vie du bébé. D'accord? Là, c'est en pourcentage les taux de facteurs de coagulation qu'un bébé, qu'un homme, a dans son sang. Dans le sang, on a des facteurs de coagulation qui font que quand je me coupe, alors je ne meurs pas, parce que tout le sang il ne sort pas, et là ça coagule, et donc ça s'arrête de saigner. Maintenant, qui c'est qui fabrique ces facteurs de coagulation? C'est le foie. Maintenant, le foie du bébé, il est très 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 faible. Quand il naît le bébé, son foie il ne marche pas encore. D'accord? Donc, si on n'a pas de grand malheur de coagulation à la naissance, c'est parce que le bébé il a des facteurs de coagulation de sa mère. Il les a reçus par le cordon ombilical, d'accord? Et il les a de sa mère. Mais son corps à lui, il ne fabrique pas encore. Donc, quand le bébé il naît, bien entendu, on ne va pas lui faire la bride à l'instant où il naît, donc il a 90% de facteurs de coagulation. Bien entendu, ces facteurs ils descendent. Pourquoi? Parce que son foie il ne marche pas encore et il perd les facteurs de sa mère. Mais à partir du 3e jour, le foie commence à se mettre en marche, à travailler et à fabriquer ces facteurs de coagulation.
ce qui se passe, regardez quelque chose d'assez extraordinaire, ça monte, 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 et ça arrive au 8e jour à 110%. C'est-à-dire que le 9e jour, ça revient à 100%. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est toujours comme ça, quelque chose qui monte, ça monte, et après, ça a toujours une petite montée, et ça revient. Mais le jour où on arrive à cette petite montée qui est au-dessus de la norme, c'est le 8e jour. Le seul jour dans la vie d'un homme où il a le maximum de chances de faire une opération réussie, c'est le 8e jour dans sa vie. Le 7e jour, jamais tu feras Shabbat ni avant. Le 9e jour, oui, parce que tu as 100%. Quand la Mila elle est repoussée, tu feras que le 9e jour, parce qu'il n'y a aucune différence déjà, tu ne feras pas Shabbat, parce qu'il n'y a aucune différence déjà entre Shabbat et pas Shabbat. Mais on sait très bien que si par exemple quelqu'un, Stam, il a une opération à faire, pas la Brit Mila, mais il y a plus de chances que ça réussisse ses Shabbat. Il a fait Shabbat ou pas? Bien entendu, on doit faire demain, ce Pikuach Nefesh, c'est de faire toute la Torah, même le Shabbat, donc on doit mettre toutes les chances de notre côté. Donc bien entendu, même si c'est Shabbat, je dois faire l'opération. Donc la Torah vient te dire, tu feras la Brit Mila, même si c'est Shabbat, mais que si c'est en son temps. Parce que c'est que ce seul jour-là dans la vie d'un homme, où même si c'est Shabbat, il a plus de chances de passer l'opération avec succès. Attends une seconde, Nathalie. Comment ça se passe pour. Parce qu'il y en a qui naissent, ils sont déjà circoncis. Le fils. C'est ouf, frère. Et on fait quand même juste pour faire saigner. Votre fils, il est circoncis? Moitié. Mais c'est un mérite qu'il a. Je ne te vais pas dire. On fait Atafat d'Ambrit. Atafat d'Ambrit, ça veut dire que on fait saigner avec une aiguille. Juste on fait sortir une goutte de sang pour faire la Brit Mila. D'accord? C'est comme les goïms par exemple. Il y a des goïms qui ont déjà fait la Brit Mila avant de se convertir. Pour des raisons de santé ou ce que je sais, moi, les Arabes, etc. D'accord? Les Arabes, ils ne font pas 13 ans. Hein. Pas 3 ans. Pas du tout. 6 ans. On sait à 1 mois. Que le gosse, 1 mois, les Arabes, ils font. On s'entraîne sur les Arabes. Mais mec, je rigole pas. Ça va être beau? Bien sûr. Les Arabes, eux, ça les intéresse parce que tu leur fais ça gratos. D'accord? Et Ils s'en foutent si tu rates. non, ils s'en foutent pas si tu rates, mais ils sont tranquilles justement. Ils savent très bien que les Juifs, pour eux, la vie d'un homme, c'est important, etc. Donc, ils savent qu'ils font ça consciencieusement. Bien entendu, quand tu fais ça, tu es avec des gens qui sont autour, des médecins, des gens qui sont des moalim. faire la Mila en juif. De toutes les façons, ils ne font pas vraiment la bride. Parce que les Arabes, ils ne font pas vraiment la bride. Ils ne font pas la priya aussi. Ils font que la bride, pas la les 2 étapes dans la bride. On ne fait qu'une seule étape. Mais est-ce que tu t'as permis de faire une vraie brique à un juif? Un non-juif, stam, comme ça, non. C'est quoi alors? C'est-à-dire quoi quelqu'un qui naît comme ça? C'est quoi? C'est quelqu'un qui naît circoncis? Ça, il faut demander à Dieu, je sais pas. Il y a beaucoup de calculs. Hein. J'ai vu plusieurs gosses qui avaient déjà Méoulim. Je sais pas comment dire ça en français. Circoncis. Ça arrive. Après le 8e jour, on est à 100%, il n'y a pas, ça redescend pas après? Bah non, 100%. Hein. 100%, ça veut dire que chaque personne, il a un autre taux. Mais ton taux à toi, ton 100% à toi, hein, de ta vie, c'est à partir du 8e jour. Voilà, le taux, c'est comme le sien? Bah, bien entendu, ça varie. Chacun avec 100%. Bah, bien entendu, parce que 100%, ça veut dire que tu es à ta norme, à toi. Que ton corps, il fabrique tout le temps. Capiche? Ken? C'est quoi la deuxième cour? Tout ça, on parle. Comment ça s'appelle il y a 2 facteurs de coagulation. D'accord? Maintenant, ces deux courbes-là représentent ces 2 facteurs-là. Il veut juste te montrer, parce que bon, c'est une encyclopédie. D'accord? Que justement, donc tu vois que ces facteurs-là, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a des facteurs qui sont déjà tout le temps là, il y en a qui sont là spécialement pour le 8e jour. Ok. Le triangle des Bermudes. Vous avez déjà entendu parler? Le mystère. Bon, c'est des journaux d'il y a longtemps. Tafshin Mem Aleph, c'est en 1981, ça fait longtemps. Vous n'étiez pas né encore? Donc, ça c'est des journaux, Ma'ariv, Yediot Achronot, etc. Toutes sortes de journaux de l'époque
où il relate le mystère. C'est pas le mystère, en fait, c'était des nouvelles à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? On avait un triangle, le triangle des Bermudes, d'accord? C'est-à-dire à côté de Porto Rico, etc. Et c'est, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a un endroit dans l'océan où à chaque fois qu'un bateau passait là-bas ou un avion passait là-bas, Un avion disparaissait. Ok? Hercules, Salam Bemshulash Bermuda, Matos Atova shel חיל האוויר הקולומביאני, d'accord? Un avion de l'armée colombienne, il a disparu. D'accord? Alors bien entendu, on pensait, alors bien pendant des années, c'était genre un extraterrestre, des dinosaures, des monstres, toutes sortes d'histoires à dormir debout. Quoi qu'il en soit, c'était un mystère qu'on n'arrivait jamais à comprendre. Et bien entendu, on n'avait pas non plus le matériel pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Quoi qu'il en soit, bien entendu, plus tard, qu'est-ce qu'on a découvert? Les champs électromagnétiques qui sont à cet endroit. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, on sait surmonter ces problèmes-là. Tous les avions, tous les bateaux, ils sont équipés pour ça. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la Gemara. Rashi, traité de Brachot, page 8a. Rashi, je vous rappelle, est écrit il y a 1000 ans. Il existe dans l'océan des endroits qui ne tolèrent pas le fer. Et l'on confectionne des bateaux à base de bois, dont les planches sont accrochées l'une à l'autre par des cordes épaisses que l'on enfonce dans les trous serrés. C'est-à-dire, Rashi nous dit, il faut savoir qu'il y a des endroits dans l'océan où tu ne peux pas passer avec des choses en fer, et donc il faut faire tout en bois. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Rachash, à la fin de la Gemara, vous ouvrez sur Rashi, et Rachash, sur place, dit, la raison de ce phénomène est qu'il y a au fond de la mer des aimants qui attirent le fer vers eux. Tout simplement. Et les avions, alors, on explique comment? Ils sont faits de fer. La même chose. Mais alors, le magnétisme, il est super. Il est puissant, c'est pas un petit démonstration. Il n'y a pas de marin ici. Pourquoi tu dis ça? Je vous ai montré parce que C'est expliqué qu'en fait, c'est une étoile qui s'appelle Laisse Discord. tomber, parce que je cherchais, c'est pas C'est dans la Terre. Quoi? C'est une étoile qui s'appelle Discord. Vraiment? Non. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Comment on fait? C'est un arabe, c'est un kabbaliste qui m'expliquait ça pour ça. Grave, oui, kabbaliste. Hein? Tov. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Qui? Rachid, Le Rachash. Bah, tu me poseras la même question sur la prochaine. Rabbi Shalom Sharabi. Non, c'est non Sharabi. C'est un autre. Je sais pas, je me rappelle plus. Shalom Sharabi, c'est le paratonnerre, bien entendu, on sait très bien que c'est Benjamin Franklin qui l'a inventé. D'accord? Donc il l'a inventé il y a environ 250 ans. Mais. Donc c'est 250 ans. Tu peux expliquer l'histoire du paratonnerre déjà? C'est quoi le paratonnerre? Je sais pas c'est quoi. La foudre. Tu as entendu parler de la foudre? Prends un coup de foudre. Non. Il a inventé un truc. La foudre qui tombe sur toi. Tu prends pas un coup de foudre. Quand la foudre qui tombe sur toi, après plus rien ne tombe sur toi. Parce que tu es mort. D'accord? D'accord? Donc, il y avait une époque où des fois la foudre elle frappait sur toutes sortes d'endroits. Et puis ça faisait des catastrophes, ça faisait des morts, etc. Donc, Benjamin Franklin, il a découvert que quoi? Si tu mets un métal ou quelque chose dans un endroit, alors là, quand le tonnerre il va arriver, en lieu d'aller vers toi, il sera attiré vers le métal, donc il est dévié et il se concentre là-bas. Maintenant, la Tosefta, dans ma Masechet Shabbat, elle parle de toutes sortes de choses qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est d'Arkea Emori ou pas d'Arkea Emori. C'est quoi d'Arkea Emori? C'est-à-dire qu'il y a des choses que les Goïm y faisaient pour la Avodah Zarah. Bien entendu, ces choses-là, ils les faisaient sans aucune explication plausible. Donc, la Tosefta, elle vient te faire une liste des choses qu'on a le droit de faire parce que nous, on a une explication, ou qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est d'Arkea Emori et que tu n'as pas d'explication, donc tu fais ça, on dirait de la Avodah Zarah. D'accord? Et la Tosefta dit la chose suivante. Il est interdit de poser du fer au milieu des oiseaux puisque c'est une coutume non juive. Mais si c'est une protection contre le tonnerre, c'est permis. Donc la Tosefta, il y a 2000 ans, nous dit que si tu prends des bouts de fer et tu les mets entre les goïms, ils ont l'habitude, il semblerait de faire des choses pareilles, de mettre du fer entre les oiseaux. Si tu fais ça parce que les goïms ils font ça, c'est assaut. D'accord? Mais si tu le fais pour te protéger contre le tonnerre, alors c'est permis. Il n'y a pas de Darkei Emori.
Bien entendu, donc Benjamin Franklin, voilà, c'est pas lui en fait qui l'a inventé. Il a étudié avec moi. Je vous ai raconté à qui on s'est raconté l'histoire du vaccin. Non. La rage. Il dormait tout. Qui c'est qui a inventé le vaccin? Louis Pasteur. Ou la meuf, comment ça s'appelle la meuf? La meuf? La meuf. Marie Curie, la meuf. Donc, Louis Pasteur qui a inventé le vaccin. Il faut savoir une petite anecdote. Son cousin, Louis Pasteur, a écrit un bouquin. D'accord? Et dans ce bouquin-là, il raconte la chose suivante. Un des grands amis de Pasteur s'appelait le Rav Yechiel Michal Rabinovitch. Yechiel Michal Rabinovitch, c'est un Rav qui a commencé à traduire le Chasse, la Gemara, en français. D'accord? Donc il a commencé à traduire cette Gemara en français. Et il était ami avec Pasteur, donc il parlait souvent de science et toutes sortes de choses. Et donc Pasteur était intéressé par le travail de son ami, et il lui a demandé, quand tout ce que tu traduis, fais passer chez moi. Et Pasteur arrive dans la Gemara de Yuma, et dans la Gemara de Yuma, il y a écrit là-bas que quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé lui fera ingurgiter Michatzar Akavet Shelo. Il fera ingurgiter une partie du chien lui-même. Khatsar Akavet, c'est une partie dans le. Comment ça s'appelle? Dans ces environs là-bas. Khatsar Akavet. D'accord? Et donc, bien entendu, Pasteur était complètement intrigué par ce truc-là. Il a commencé à faire des recherches. Et bien entendu, vous savez tous comment ça marche le vaccin, comment ça marche. Bah, tu prends. Hein? Voilà. Et tu le dilues et tu l'ingurgites dans le corps. Et puis le corps, il apprend à combattre avec lui. Donc il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, ça a été inventé, mais en fait, dans la Gemara, etc., c'est déjà écrit il y a bien longtemps. La sortie d'Égypte, est-ce qu'on l'a rêvé, on nous le raconte seulement au Gan, ou ça a vraiment existé? במצרים, ונרכש בשנת 1828 על ידי מוזיאון ליידן שבהולנד. תרגום הפפירוס למספר שפות, וביניהן לעברית, מגלה עדות מדהימה של המצרים לעשרת המכות שהנחית האלוקים על מצרים, בדיוק כפי שמתוארות בתורה בספר שמות. Ok, voilà, c'est lui. Papyrus Nipouva en 1828, d'accord, découvert dans les horizons de la mer Rouge, dans les environs, pardon, de la mer Rouge, d'accord, une liasse de papyrus, d'accord, très très vieux, une partie effacée, il y a plusieurs pages, d'accord, très difficile à lire, daté d'environ 3300 ans, c'est-à-dire exactement la sortie d'Égypte. Ce papyrus se trouve aujourd'hui à Island, c'est dans un musée en Hollande, d'accord, parce que c'est des chercheurs hollandais qui l'ont trouvé, et donc il a été travaillé, et c'est de l'ancien égyptien, très ancien égyptien, d'accord, daté d'il y a 3300 ans, et c'est un égyptien qui s'appelle Ipouva. Comme ça, c'est ce qu'il raconte dans les papyrus, que c'est lui, il est historien, et donc il raconte tout ce qui se passe à son époque. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la Torah, mais une partie des pages où il parle, alors, là c'est les pages avec la ligne, d'accord, où c'est écrit les choses qu'il écrit, donc page 2, page 5, page 10, toutes les pages, d'accord, et là-bas, il écrit tout simplement description des 10 plaies. D'accord? Maintenant là c'est le papyrus, et là c'est ce qui est écrit dans Sefer Shemot, d'accord? V'anar udam dam bechol makom, האנשים נרתעים מלטעום, בני נוש צריכים למים, אלה הם ממנו, זה ראשנו, מה נעשה? כל החיות ליבם בוכה, נאכלנו על ידי האש, etc. Toutes les 10 plaies, ils sont décrites par un historien dans son langage. Bien entendu, quand on regarde le Sefer Shemot, ça coïncide exactement. Maintenant, il m'arrive 1987.
c'est pas exactement, Maariv, c'est pas exactement un journal qui est pro-religieux, d'accord? Donc s'il écrit des choses pareilles, on peut le croire. Et qu'est-ce qu'il écrit, Maariv? Tout simplement que dans les pyramides, d'accord? Doucement, on arrive à découvrir ce qui se trouve dans ces pyramides-là. On a trouvé des archives des pharaons, d'accord? Et dans les archives des pharaons, il y a écrit que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ont pris avec eux plein d'argent. Il y a écrit dans la Torah, Vaïroknoum, qu'ils sont partis demander à leurs voisins, etc. Ils ont pris plein d'argent, d'or, etc. Alors, je vous le donne en mille, l'État égyptien a attaqué l'État d'Israël en justice et ont demandé 40 milliards de dollars de dédommagement. Parce qu'ils ont fait des calculs par rapport à ce qui est écrit dans les archives. Ils ont fait des calculs par rapport à ce qui est écrit dans les archives, ce qu'ils ont pris les Juifs à l'époque de la sortie d'Égypte, et ils ont fait des calculs, ils ont traduit ça en dollars, 40 milliards de dollars. D'accord? Maintenant, et donc ils ont dit à l'État d'Israël, vous devez nous rembourser. Et alors, les chefs de l'État, ils ne croient même pas à la Torah, donc ils disent, mais arrêtez bêtises, nous on ne croit pas à la sortie d'Égypte, raconte pas des bobards. D'accord? Ils disent, bobards, pas bobards, nous on a des preuves, on a les archives, on a tous les trucs, etc. Donc ils ont dit, bon, on va voir ceux qui s'y connaissent. Ils sont partis à la Rabbanout Arachid. Ils sont partis chez la Rabbanim. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire à dormir debout? Ils disent, c'est pas dormir debout, c'est écrit dans la Torah. Ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils disent, laissez-nous 2-3 jours, on va vous rendre une réponse. Ils ont fait des calculs, combien tu dois payer 600 000 Juifs qui travaillent pendant 400 ans, et ils ont demandé la monnaie après aux Égyptiens. D'accord? Par rapport aux 40 milliards. Il a gagné au final. Hein? Non, ils réclament ce qu'ils ont pris les Juifs. Donc, la traversée de la mer Rouge dans l'archéologie. Donc on sait que les Juifs sont passés par la mer Rouge et que toute l'armée de Paro, elle a coulé là-bas. Et regardez bien ce qu'on a découvert aujourd'hui. Je vous traduis pas tout parce que c'est tout ce qui n'est pas intéressant. Ok, donc un chercheur, Ron White, il a découvert l'endroit précis où les Juifs sont passés au Mifratz Aqaba. D'accord? C'est un endroit de la mer Rouge. Maintenant, finalement, il a trouvé, il a inventé? Non. Premièrement, on a découvert à cet endroit-là des piliers qui sont datés de l'époque de Shlomo Amelech. Une minute. Ils sont datés de l'époque de Shlomo Amelech. Et là-bas, il y a toutes sortes de mots. Bien entendu, c'est tout, la moitié effacée, etc. Et il y a écrit sur ces piliers-là, En fait, c'est le Mifrat, c'est genre, il y a deux piliers en fait, dans deux endroits. Un à la sortie, un à l'entrée. Et là-bas, il y a écrit l'Égypte, la mort, Paro, Moshe, Akadosh Baruch Hu, Shlomo. Donc, lui, il pense, ce chercheur-là, que Shlomo Amelech a voulu mettre un signe pour les générations futures, pour qu'on sache exactement où c'est les Juifs sont entrés, ou où c'est qu'ils sont sortis. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement les poteaux, mais ce qu'il y a au milieu des poteaux. Parce qu'au milieu des poteaux, vous savez que les Juifs, ils ne sont pas partis. Rentrez par là, c'est de l'autre côté. Ils ont fait un tour. D'accord? Donc, et c'est écrit dans les sources. D'accord? Maintenant, il y a le poteau à l'entrée, le poteau à la sortie, et sur toute la route, dans la mer, il y a ça. Des fossiles de chevaux, de chars, de lances, etc. 1978, donc lui, avec ses deux enfants, il vient et il commence à faire des recherches et à plonger. Après, depuis, il y a beaucoup de... Tout ça, c'est toutes sortes de... L'Angleterre, le Suède, etc. Toutes sortes de pays qui ont envoyé des chercheurs. Et on a découvert tous ces fossiles-là. Pas ces fossiles, ils sont recouverts par des algues, comment on dit ça. Donc, ils sont regardés. Et ce qui est intéressant, c'est que les roues des chars qui ont été découverts dans toutes les universités qui connaissent, qui parlent, qui refont des recherches sur l'Égypte, c'est rien qu'à cette époque-là qu'on faisait des chars de cette manière-là. C'était des roues avec 8
pas comme ça. Maintenant, extraordinaire, entre les deux endroits où il y a les poteaux, c'est l'endroit le plus bas de toute la comment ça s'appelle, de toute la mer. C'est-à-dire que si c'était, parce que la mer elle va et elle descend, ça va très profondément. Comment les Juifs ont fait pour descendre comme ça? Impossible. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui avec les satellites, on sait que juste à cet endroit, c'est l'endroit le plus bas où c'est le plus facile de marcher. Si on pouvait marcher, bien entendu, je serais recouvert par la mer. Mais si on enlevait la mer, c'est l'endroit le plus bas pour marcher. Il raconte encore une chose que comment ça s'appelle, que dans les archives aussi des pharaons, il y a écrit que Pharaon, il dit que les méagrim, il ne parle pas des juifs, il n'y a pas de juifs, il dit les méagrim. Les méagrim, c'est les non, les méagrim, c'est comme tu dis par exemple aujourd'hui les Nigériens qui sont en Israël, comment on appelle ça? Les pionniers. Non, pas des alors là, mon vieux. Les nomades. Mais non, voilà, les immigrés, mais les immigrés qui font des problèmes, quoi. D'accord? Donc les immigrés qui étaient chez nous, ils ont été engloutis par la terre, toute l'eau les a recouverts et tout a disparu. D'accord? Toutes sortes d'écritures de ce genre-là. Comme qu'ils ont fait tchouva. Ok. Comprendo? Donc aujourd'hui, celui qui veut cherche sur internet, il y a plein de films sur toute l'archéologie. Aujourd'hui, plus l'archéologie elle avance et plus tout ce qui est écrit dans la Torah. Bien entendu, encore une fois, la Torah c'est pas un livre d'histoire. C'est pas qu'on a besoin de savoir chaque détail. C'est pas ça qui nous intéresse dans la Torah. La Torah c'est un livre de vie. D'accord? C'est pour la route, c'est pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, etc. D'accord? Mais comme il dit Rachid tout le temps, en mikra yosem midei pshuto. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire simple et l'histoire elle sera toujours vérifiée. D'accord? Comment ça s'est passé exactement dans l'histoire, ça c'est pas important. Mais est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé. Les détails, on s'en fout. Mais l'histoire, elle s'est passée. Après, les détails de la Torah, c'est pour d'autres choses. Comme on le voit à chaque fois. Bayom Hashmini, c'est pour t'apprendre plein de choses, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas l'histoire, mais c'est tout ce que Dieu veut nous enseigner par la Torah. Non, pas du tout. Quelqu'un a déjà été au mikvé? Non. Il ressemble beaucoup. Oui, non, mais c'est pas celui-là. Alors, un bon conseil, celui qui n'a pas de cheveux et qui veut avoir des cheveux, il peut aller au mikvé n'importe où en général. C'est une sorte de jungle, d'accord? Et en général, ça sent. Ça peut aller, d'accord? Maintenant, il y a plein de gens qui font la guerre au mikvé. Bien entendu, des organisations de gauche, etc. C'est primitif, c'est malsain, c'est sale, etc. Et des bêtises à mourir de tout. Le trempe de l'eau potable. Alors. Tipoulé maïm abada rimit, d'accord? À Moatza Adatit. C'est-à-dire que le ministère de la Santé a demandé de faire des recherches. Ils sont partis par Be'afta'a, par surprise. D'accord? Dans plusieurs mikvés pour vérifier le nombre de microbes qu'il y a par millimètre d'eau. D'accord? Maintenant, donc, en général, à Teken, d'accord? À Teken, ça veut dire la norme. Quand tu prends 100 millilitres d'eau, tu as 200 microbes. D'accord? Maintenant, quand tu vas dans les ils sont partis dans plusieurs mikvaot, et donc, ils notent les moins de 10, moins de 10, moins de 10, moins de 10, moins de 10. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, l'eau du mikvé, elle est plus propre et pure que l'eau potable. Et Yediot Achronot, aujourd'hui, tous les médecins savent et écrivent, encore une fois, c'est pas du tout religieux, c'est même à la limite de
anti-religieux, ils écrivent que Dr Doron Gil, il écrit ça par rapport à les recherches qu'ils ont fait à l'université, d'accord, que Dr Shosheim, il y a plusieurs médecins qui écrivent ici, qu'aujourd'hui on sait que celui qui garde les lois de la Taharat HaMishpacha, eh ben ça sauve du Sartan HaRechem, c'est du cancer de l'utérus, pas de l'utérus, de la matrice. D'accord? Et si vous voulez, un jour je vous expliquerai pourquoi, c'est pas de la magie, hein, c'est pas que. Mais tout simplement. Plus tard, quand vous demandez. C'est quoi la matrice? La matrice, c'est quoi? C'est là où le bébé. Entre la femme et l'homme. C'est Ça, oui. la vie. En général, les hommes. Ok? Donc. Ok. Photo marrant. La guerre du Golfe, comme exemple. Si vous voulez, un jour, à l'époque de Yom HaZikaron, on fera un cours sur les guerres d'Israël. Mais rien que pour rigoler un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein? Eret Israël. Non, Israël. C'est nous. D'accord? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la guerre entre l'Irak et les États-Unis, bien entendu. Et comme nous, on est toujours le bouc émissaire, donc les Irakiens ils ont dit si les États-Unis attaquent, nous on attaque Israël. On ne va pas comprendre le rapport, mais c'est comme ça. D'accord? Donc ils nous ont attaqués, ils nous ont envoyé des Scuds. Des Scuds, il faut comprendre quelque chose. Si vous avez regardé un peu les informations dans les 15 dernières années, non, c'est pas exactement comme ça. En fait, c'est l'Irak qui a attaqué le Koweït, d'accord, pour avoir les puits de pétrole. Les États-Unis qui sont venus pour défendre le Koweït, et ils ont dit ah, vous défendez le Koweït, on attaque Israël. Ok, d'accord. Maintenant, bien entendu, les États-Unis, c'est pas que c'est des grands sadikim, ils aiment le Koweït, mais ils aiment le pétrole surtout, d'accord. Donc ils avaient besoin de défendre ce pétrole-là. Maintenant, Saddam Hussein, complètement cinglé, d'accord, il a décidé, il va détruire l'État d'Israël. Maintenant, regardons bien et voyons quelques chiffres. Si vous avez regardé les informations un peu dans les 15 dernières années, vous verrez que quand il y a eu des bus qui ont explosé, vous avez déjà vu des bus qui ont explosé, d'accord, malheureusement des suicidaires, d'accord, un mec qui monte dans un autobus pour faire sauter un bus, en général, il a sur lui 2 kilos d'explosifs. Sur 2 kilos d'explosifs, tu as environ entre 5 et 15 morts, et encore 30, 40, 50, 60 blessés. D'accord? Maintenant, un blessé léger, c'est quoi un blessé léger dans un attentat? C'est un mec qui il est devenu, par la pression, il a perdu l'ouïe, ou il s'est coupé une main, ou des trucs comme ça. Des trucs, c'est léger. Ça, c'est léger. D'accord? Maintenant, ça, c'est un mec qui saute avec 2 kilos d'explosifs sur lui. Imaginez 50 kilos d'explosifs, tu n'as aucune chance de survivant. Maintenant, un Scud, c'est la taille environ de là jusqu'à la. Voilà, c'est la taille de cette salle. 250 kilos d'explosifs. C'est l'onaïm livgoshoto. L'onaïm. D'accord? Ah oui, c'est sûr. Maintenant, 250 kilos d'explosifs, comme on va voir, ça fait beaucoup de dégâts. D'accord? Et pourtant, donc, bien entendu, quelques photos marrantes, comme on l'a dit. Donc, quand un Scud il tombe sur toi ou sur ta maison, en général, oui, il explose, oui. Et après, il ne reste pas grand-chose. D'accord? Maintenant, ce qui est marrant, c'est ce qu'on va voir bientôt. C'est-à-dire, maintenant, il faut comprendre quelque chose encore. Donc, on a dit qu'un blessé léger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a perdu l'ouïe ou qui a perdu un doigt, etc. etc. Maintenant, ça, c'est sur 2 kilos d'explosifs. Si tu as 250 kilos d'explosifs, ton cerveau, rien que par la pression, il est censé se décomposer complètement. D'accord? Maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé. Hein? Un peu de quelques données. Un seul mort sur 39 scuds. 39 scuds qui sont tombés, un seul mort connu pour profaner le Shabbat par idéologie. C'est-à-dire pas qu'il était pas. C'est une traduction vraiment une horreur. C'est lui qui faisait toutes les manifestations, qui organisait les manifestations pour que tout soit permis Shabbat. D'accord? C'est lui qui organisait les manifestations. C'est le seul qui est mort. Il n'est pas mort par un scud. Il est mort étouffé. Il est étouffé par son masque à gaz. D'accord? Ça, on est en train de dire que c'est la punition. Moi, je dis rien de tout. Je dis juste les faits. D'accord?
à la même époque, rien que pour que Dieu nous dise, regardez bien, réveillez-vous, ne rêvez pas. À la même époque, un scud est tombé en Arabie Saoudite, 28 Américains sont morts sur le coup. Un autre endroit, 12 Américains, Nergou Miscud, etc. Tout ça, c'est des journaux de l'époque. À la même époque, donc Dieu, il envoie des scuds un peu partout pour que tu vois que quand il y en a un qui tombe, il y a des morts. Chez nous, ça ne marche pas de la même manière. D'accord? Oui, tu passes son masque à gaz. Comment? Hein? Oui, tu passes son masque à gaz. C'est tout, frère. Maintenant, rien que pour le coriose, moi quand j'étais à l'école, j'étais à Lucien de Hirsch. À cette époque-là, j'étais encore à l'école. Et il y avait un rave que vous connaissez bien, le rave Wolf. C'est le rave Wolf? Les Pays-Bas? Bon, c'est pas très important. Mais tu connais toi? Les Jeunesse. Tu prépares un Mishkenot? Hein? Tu prépares. Ah, t'es pas dans le sujet? Ah, pardon. Ah, parce que tes cousins sont là-bas. Mille excuses. Bon, c'est pas très important, quoi qu'il en soit. Donc le Rav Wolf était déjà. Le Rav Wolf était déjà à cette époque-là à l'école. Et moi, j'étais monté une fois en haut, au dernier étage, j'avais le Beth Midrash. Et j'étais venu au Beth Midrash, le Rav Wolf, il parle et il nous raconte que le Rabbi Lubavitch, on était en plein milieu de la guerre, on n'était pas à la fin de la guerre, on était en plein milieu. Le Rabbi Lubavitch, il a dit qu'il y aura seulement 39 scuds et que la guerre va se terminer pour rire et qu'il n'y a rien à craindre. L'endroit le plus sûr sur terre, c'est Eretz Israël. Moi, à cette époque, je dis, ouais, moi je pensais qu'il est complètement fou, il n'est pas fou. Il ira dire des bêtises, on a envoyé de la guerre, comment c'est combien il y en a qui vont tomber, quand ça va s'arrêter, l'endroit le plus sûr, il faut n'importe quoi. Pour moi, c'était n'importe quoi. J'ai pris un bon coup dans ma Emunat Chachamim quand, à Pourim, quand on était à la synagogue à la rue de la Roquette, le Rav Zafran, qui était le Rav de la communauté, il monte sur la Teva et il dit Rabotai, la guerre est finie, il y a eu 39 scuds, il a commencé à expliquer pourquoi 39, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai dit c'est pas possible, c'est un coup monté avec le Rav Wolf, d'accord? Et donc, maintenant, regardez bien. Quelques 39 scuds, donc on passe missile par missile, pour la classe des 39, mais quelques-uns qui sont intéressants. D'accord? Le missile numéro 31. D'accord? Il est tombé sur un immeuble, tout l'immeuble a explosé, et partout où il y avait des gens, rien ne s'est passé. C'est-à-dire, s'il y avait des gens au salon, la cuisine a explosé. S'il y avait des gens dans la cuisine, les toilettes ont explosé, etc. Partout ça a explosé, partout tout était détruit, et tous les endroits où il y avait des gens, rien ne s'est passé. Ramat Gan, un immeuble touché de plein fouet à la rue Abba Hillel Silver. D'accord? Tout ce que je vous dis, vous pouvez trouver sur internet, hein, c'est pas des secrets. D'accord? Maintenant, à Bnei Brak, que c'est à côté de Ramat Gan, à cause du Hedef, de la l'onde de choc, rien que de l'onde de choc, 1400 appartements ont été endommagés. 1400, les fenêtres brisées, etc., des choses cassées, tout. Et ça, on parle d'un immeuble qui s'est pris en plein fouet, rien du tout, pas un seul mot. Le premier missile, Beth Dani à Tel Aviv, tout l'immeuble s'est effondré, sauf les toilettes, où il y avait quelqu'un là-bas. Ah, c'est police, il sort. Okay. Maintenant, c'était devenu tellement marrant, cette photo elle a fait le tour du monde, d'accord, dans plusieurs journaux, d'accord, c'était tellement marrant que dans les journaux, cette photo, quand ils l'ont fait passer en Israël, je ne sais pas si vous avez compris, c'est un Savion, c'est une villa qui est tombée, enfin, il y a un missile qui est tombé dessus, lui il est sorti indemne, le chien à côté de lui mort, d'accord, et dans tous les journaux il avait marqué une bulle, il avait fait une bulle genre Carapon Machou, il s'est passé quelque chose ici ou genre le mec, rien, c'est pas possible, d'accord, la villa s'est écroulée, le chien à côté est mort, lui, rien. Donc ça c'est une photo genre, tu peux pas plus marrant que ça, d'accord.
Rue Allenby, Tel Aviv, un missile traverse tous les meubles pour s'arrêter sur un Tanakh. C'est un missile religieux. D'accord? Maintenant, extraordinaire. Saddam Hussein, avant la guerre, avait annoncé qu'il allait faire brûler tout l'État d'Israël dans le feu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Il y a Piglilot. Piglilot, c'est un endroit à côté de Tel Aviv où là, toute la centrale de gaz de l'État d'Israël, il se trouve là-bas. Maintenant, donc lui, il visait tout le temps cet endroit-là, parce que maintenant, si tu fais tomber un missile sur Piglilot, ben, tu as fait sauter tout l'État d'Israël. D'accord? Maintenant, regardez bien ce qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire. Il a presque réussi. Pourquoi il a presque réussi? Il a réussi à envoyer un missile sur Piglilot. Mais, miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Le missile était à quart, il était stérile. Il n'a pas explosé. D'accord? Mais encore, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'avec la pression, même avec la pression, sans l'explosion, tout aurait dû exploser. Deuxième miracle dans le miracle, c'est qu'une semaine avant, il y avait à Piglilot une fuite, et ils ont fait une déviation de tout le gaz, de cet endroit-là où est tombé le missile, et donc c'est pour ça que bien que ça a sauté, ça n'a pas explosé, ça a sauté, rien ne s'est passé. D'accord? Mais si une des deux choses n'était pas arrivée, on ne serait pas là aujourd'hui pour parler. D'accord? Et... On l'a vu ça déjà? Non. Le caligo. C'est rigolo. C'est parfait. C'est un... Non, pas une chauve-souris. Il faut aller plus souvent aux eaux, les enfants. Hein. Alors là, les enfants, celui qui ne croit pas en Dieu, après ça, il croira en Dieu. D'accord? Celui qui croit qu'on vient des singes, alors, ou lui, c'est un papillon, mais vous allez voir. Ça, c'est un papillon qui s'appelle le caligo. Un papillon comme plein de papillons. Mais, pendant des années, il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre dans ce papillon. Ce papillon-là, il est mangé, bien entendu, par les oiseaux. Les oiseaux qui mangent des papillons. Tous les papillons et tous les oiseaux qui mangent des papillons. Mais, il y avait quelque chose pendant des années qu'on n'arrivait pas à comprendre. C'est quoi? C'est que, à chaque fois que un oiseau, il arrivait vers ce caligo-là, vers ce papillon-là, et que le papillon commençait à voler, l'oiseau s'enfuyait. Alors pendant des années, on croyait que, vous savez, il y a plein d'animaux qui ont des sortes de jets comme ça, ou une sorte d'acide, etc., qui font qu'ils s'enfuient. D'accord? Donc, mais on a continué à faire des recherches. C'est quoi ce jet là? Parce que vous savez, on fait toutes sortes de recherches sur ça, on peut faire des médicaments avec ça, toutes sortes de choses. D'accord? Donc c'est tout le temps un truc qu'on fait des recherches sur les animaux. Donc, on n'arrivait pas à comprendre. Maintenant, ce caligo là, ça c'est ses ailes. Maintenant, regardez bien. Il s'avère. Le prédateur de ces prédateurs, c'est-à-dire celui qui mange les petits oiseaux qui mangent ces papillons, c'est ça. D'accord? Ça s'appelle un hibou. Un hibou. D'accord? Donc ce hibou-là, c'est lui qui mange les petits oiseaux qui mangent les petits papillons. Maintenant, regardez bien quelque chose d'extraordinaire. Quand le papillon, il est sur une branche, on ne voit rien de spécial. Mais quand il vole, voilà ce qui se passe. Dès qu'il commence à voler, on voit quoi? On voit les yeux du hibou. C'est pas seulement les yeux, hein, c'est vraiment la forme, tout. On dirait vraiment. Donc, maintenant, il faut comprendre. Si c'était l'évolution qui a fait ça, d'accord? L'évolution, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec de prendre en compte le prédateur du prédateur. C'est trop recherché, c'est trop d'étapes. D'accord? Donc, là, on voit bien que tout est mechouchav. C'est quoi mechouchav? Tout est calculé, réfléchi, programmé, etc. D'accord? Et que Dieu a donné à chaque être dans ce monde-là la possibilité de survivre. D'accord? Il y en a avec des acides, il y en a avec leurs ailes, sans trop de balagan. D'accord? Et donc ça, c'est un humble avis, vraiment, la nature, elle nous donne. J'ai hier un élève qui m'a appelé de Belgique, il apprend la médecine, donc il est en médecine, et
On a parlé, il dit que c'est pas possible d'être médecin et de ne pas croire en Dieu. Quand tu vois la perfection des choses, quand tu vois comment les choses elles marchent l'une dans l'autre et qu'elles sont imbriquées et qu'elles influencent tout l'une sur l'autre et que tout est parfait de cette manière-là, donc c'est ce que David Amelech il dit, mi besari echeze eloka. De mon corps, de ce monde-là, c'est où marom enechem ou mi bara elle. Rien que lève les yeux et tu verras qui c'est qui a créé. Tu peux pas ne pas arriver à la conclusion que si tout est tellement bien programmé et tout est tellement bien fait, qu'il y a un programmateur, quelqu'un qui est là pour faire les lois, etc. Donc, et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Parce qu'il y a encore plein dans ce genre-là. Il y a encore d'autres possibilités sur les prophéties, la Torah, les sciences, etc. Il y a encore plein d'exemples. Alors si vous voulez, on continue sur les exemples. Ou sinon, on passe à autre chose. Et il y a plein de sujets. Internet, Facebook. C'est quand on a fait un cours d'essai sur autre chose, par exemple, et après, t'as cru c'était la fête. De toute façon, on aura le temps de faire tout, hein, c'est pas. Qui veut continuer? Il y a quoi sinon? Il y a plein de sujets, Il y a un cours sur la Imatsut Neshama, sur des preuves sur la présence de l'âme. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est sur Mais ça vous dormez pas après le cours. Hein. On dort pas après le cours. Vous levez la main pourquoi? Il m'a fait des chamas là. Qui veut les chamas? C'est mon anniversaire d'exemple. Ah ouais, Il a dit il a dit